LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Bonjour à tous. Amandine, vous vous en souvenez peut-être. Amandine, c'était le premier bébé éprouvette. C'était en 1982, en quelque sorte, c'était hier. À l'époque, énorme polémique. Aujourd'hui, beaucoup de couples ont recours à ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Beaucoup de couples infertiles. Plus de 2% des enfants, des bébés, naissent avec cette technique médicale. Et 2%, c'est d'ailleurs un chiffre assez stable, alors que de plus en plus de couples vont consulter un service de PMA. Ils sont 6 sur 10 en France. C'est considérable et pourtant, ça reste un parcours du combattant. Alors pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'infertilité en France? Comment accompagner les couples concernés? Et pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas le droit aux femmes seules et aux couples lesbiens à la procréation médicalement assistée? C'est toutes ces questions, entre autres, qu'on va poser au docteur Sylvie Eppelboin. Sylvie Eppelboin est gynécologue obstétricienne, responsable de l'unité d'assistance médicale à la procréation à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être avec nous. Je dirais que vous êtes tombée toute petite dans ces questions de fertilité. En tout cas, ça fait très longtemps que vous y intéressez, ainsi que la PMA. Est-ce que vous diriez que ces traitements, ces FIV, ce recours à la PMA, c'est devenu un acte et médical et sociétal, c'est-à-dire vécu par les patients comme tel, assez banal aujourd'hui, par rapport au début? Il y a à l'heure actuelle environ 2,5% des enfants qui sont nés en France d'une technique de procréation assistée. Donc effectivement... Ça ne fait pas beaucoup, statistiquement. Pour vous, ça fait beaucoup? C'est énorme. Sur les 80 000 naissances annuelles, ça fait quand même un chiffre suffisamment important pour que le terme que vous employez de banaliser soit vrai. C'est-à-dire dans une école, que ce soit à Paris ou en province, on peut dire qu'il y a au moins un enfant né par fécondation in vitro, si ce n'est un par classe. Donc très tôt, les enfants apprennent cela. On apprend la fécondation en primaire, mais dans les programmes de première et de terminale, on apprend la fécondation in vitro. Donc c'est quelque chose qui est connu. C'est une technique qui fait partie de maintenant notre connaissance collective. Oui, mais est-ce que c'est un acte opératoire banal, comme une opération de la cataracte ou des tas d'opérations, d'actes chirurgicaux qui sont devenus courants et sans risque finalement? Est-ce que c'est vécu comme ça par les médecins aujourd'hui? Par un monde spécialisé de médecins, oui. Mais même s'il y a de plus en plus d'enfants nés après fécondation in vitro, même s'il y a plusieurs dizaines de milliers de tentatives en France chaque année, la fécondation in vitro reste encore un mode de procréation qui est investi de mystère, qui est générateur de fantasmes, soit de l'ordre de l'excès, c'est-à-dire on va faire des enfants parfaits, on va serrer les spermatozoïdes, on va avoir des beaux embryons, soit au contraire générateur de fantasmes négatifs, c'est-à-dire du côté des dérives, attention, que font les médecins, qui sont des apprentis sorciers. Donc on est toujours dans l'excès d'interprétation, ça n'est pas encore banalisé. Est-ce que c'est encore un peu tabou, vous diriez, parler? Alors là, du coup, du point de vue des patients, est-ce que les familles le vivent comme un recours presque naturel? Bon, il y a un problème de fertilité, on va faire une FIV et puis voilà. Ou est-ce que c'est toujours quand même
je dirais l'indice d'un échec, et donc ça génère beaucoup d'inquiétudes. Quand vous recevez des patients, est-ce que c'est encore compliqué à gérer de ce point de vue-là? Là encore, il y a plusieurs ordres de réponse à votre question. Il y a quelque chose qu'on peut tout de suite mettre à part, ce sont les procréations assistées qui nécessitent un tiers donneur, soit d'ovule, soit de spermatozoïde. Donc là, ça signe l'infertilité définitive de l'un ou de l'autre. Et notamment pour les hommes, c'est une information qui va être proscrite souvent pour la famille et un secret qui est souvent gardé vis-à-vis de l'enfant. On ne sait pas quand c'est l'homme qui est infertile, ça ne se dit pas. Ça se dit plus qu'avant, mais ça se dit moins. On parlait de la banalité. On s'est posé la question pour l'état de santé de savoir pourquoi il y avait de plus en plus en France de couples, d'hommes et de femmes qui consultent les services comme le vôtre de PMA. 6 sur 10 ont déjà consulté au moins une fois un service de PMA en France. Pourquoi? Je vous propose qu'on regarde tout de suite le reportage de Clémentine Gardet. Une maternité parisienne a priori classique, mais avec un département très spécialisé. Car ici, les femmes ne viennent pas pour accoucher. Elles consultent pour une procréation médicalement assistée. Et ce, en très grand nombre. Là, nous avons des dossiers pour 5 jours de consultation. Sophie est l'une de ces candidates. Elle a 32 ans. Et déjà derrière elle, un long parcours d'aide médicalisée à la procréation. On va commencer l'échographie. Donc là, je suis sur l'utérus. Ensuite, on va voir donc les ovaires. Le but de l'examen, voir si les ovules présents dans son utérus peuvent être prélevés pour faire une fécondation in vitro. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis suivie dans le cadre de la procréation médicalement assistée. J'ai subi 3 FIV, j'ai fait 4 fausses couches. Je pensais effectivement pas que le parcours allait être aussi compliqué et difficile. Bon, je vous téléphone, d'accord, pour vous dire bonne journée. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Patiente suivante. Les projets de grossesse sont plus tardifs puisque les femmes sont plus actives et démarrent ces projets-là un peu plus tard. Mieux informées aussi, je pense également. Ça dépend des patientes, mais dans l'ensemble, elles ont toujours une connaissance dans leur entourage, dans la famille ou les amis proches, qui est également suivie en AMP et qui leur conseille de ne pas trop attendre. Pourquoi sont-elles si nombreuses? Réponse à l'hôpital Cochin. Le professeur Jean-Philippe Wolf dirige l'un des plus importants centres d'études spécialisés sur le sujet. Et pour lui, la raison est assez évidente. Vous allez comprendre. Regardez. Quand on arrive vers 35-37 ans, il y a une chute de la qualité de l'ovocyte. C'est-à-dire que les femmes ont toujours leur cycle, ont toujours leurs ovulations, mais la qualité des ovules n'est plus la même du tout. En conséquence de quoi, quand avant les femmes commençaient à 21 ans, 23 ans à avoir des enfants, eh bien, il y avait quand même presque une vingtaine d'années pour faire des bébés. Quand vous commencez à 31 et 32 ans maintenant, voire même 34 ans dans les centres industriels, vous voyez bien que la période au cours de laquelle vous allez avoir la possibilité de faire des bébés, à cause de cette qualité de l'ovule, ça devient très très bref. C'est ça le principal problème, comme vous me disiez? À l'heure actuelle, c'est le principal problème. Principal problème, mais pas le seul. Certaines infertilités proviennent également de l'homme. Dans ce laboratoire, on analyse la qualité du sperme des patients ayant des difficultés à devenir pères. Et à l'évidence, le vieillissement joue un rôle important. Vous voyez, là, ici, vous avez un sperme qui est bien mobile. Tous les spermatozoïdes ne sont pas mobiles. Vous voyez que celui-ci est immobile ici, celui-là est immobile. Mais grosso modo, vous avez une grande proportion de ces spermatozoïdes qui sont très actifs. Non seulement qu'ils sont très actifs, mais ils avancent également. C'est-à-dire qu'ils ont un mouvement propulsif qui permet bien pour eux d'avancer, etc. Donc ça, c'est un sperme qui est de qualité normale. Vous voyez, alors là, c'est un sperme qui est de mauvaise qualité. Vous voyez qu'il y a très peu de spermatozoïdes par rapport à l'autre. Il y en a quelques-uns qui bougent, mais il y en a très très peu. L'immense majorité de ceux que l'on voit sont complètement immobiles. Vous voyez ici, là, ces spermatozoïdes-là. Et quand on se promène dans l'analyse de la lame, vous voyez qu'il y a très très peu de spermatozoïdes. Depuis 30 ans, la qualité du sperme n'a cessé de diminuer dans la population. Près d'un tiers en moins, 1 million de spermatozoïdes en moins par an. En cause, l'obésité, le tabac ou les pesticides,
Des facteurs qui auraient un impact très fort sur la fertilité. Certaines familles ont décidé d'alerter les pouvoirs publics sur ces risques peu pris en compte aujourd'hui. Exemple, à Caen, une association de patients veut faire changer les mentalités. Virginie Rio est à l'origine de ce collectif et ce n'est pas totalement un hasard. Vu que le désir d'enfant il est très ancien chez moi et que les difficultés à en avoir aussi, donc c'est vrai que j'ai eu du temps pour réfléchir à toutes ces questions-là et à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Par des courriers, son association a tenté de tirer la sonnette d'alarme, mais en vain. Donc, ça, c'est les réponses qu'on avait reçues. Donc, la secrétaire d'État qui n'avait pas le temps de nous recevoir. Notre objectif principal, c'est dans la perspective d'un plan infertilité qu'on aimerait bien vouloir voir exister, c'est de solliciter les ministères concernés, les députés, les sénateurs, et on va relancer tout ça. D'où un nouvel envoi de quelques lettres ciblées. Donc là, Ségolène Royal, Marisol Touraine, ministre de la Santé, Madame Rossignol, secrétaire d'État, et Monsieur Amezen, président du Conseil consultatif national d'éthique. Réponse attendue dans les prochains mois. Voilà. Docteur Epelboin, on a vu dans ce reportage que les femmes consultent de plus en plus tard dans votre service. C'est aussi le cas, vous le constatez? Oui, bien sûr. Et alors, c'est un problème? Oui, c'est un problème puisque la fertilité féminine diminue assez rapidement avec l'âge, ce que beaucoup de femmes et d'hommes ne savent pas. Vous savez, on est quand même après 2 générations où on a dit un enfant si je veux, quand je veux. Et on a oublié, et on ne savait pas, qu'il fallait mettre une 3e proposition qui était si je peux. Ah oui. Et la fertilité féminine baisse à partir de l'âge de 35 ans. Mais vous seriez favorable, par exemple, à ce qu'il y ait des campagnes publiques pour dire aux femmes, dépêchez-vous de procréer, parce qu'à partir de 35 ans, vous seriez favorable On est favorable pour qu'il y ait une information plus importante qui soit donnée sur cette incongruité actuelle qui est que les femmes ont une espérance de vie de 84 ans, mais que la fertilité s'amenuise considérablement après 35 ans et s'arrête quasiment à la quarantaine. Ne pensez pas que l'extrême jeunesse qui est la vôtre est la jeunesse de vos ovaires. On n'a pas l'âge de ces ovaires. Rappelez-nous l'âge limite auquel on peut en France... le 43e anniversaire pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Est-ce que pour vous, c'est le bon âge? Ou est-ce que vous trouveriez, comme dans d'autres pays, qu'on pourrait le reculer? Pour la prise en charge en assistance médicale à la procréation intraconjugale avec les ovocytes de la femme, oui, pour moi, c'est le bon âge, sachant qu'à partir de 38 ans, il y a déjà des femmes pour qui nous avons le droit de faire, et nous allons tenter, parce qu'on répond à une demande, mais pour lesquelles nous savons que le succès, au bout du compte, est extrêmement faible. Au 43e anniversaire, les chances d'avoir un enfant vivant, c'est 1,6%. Alors, conserver ces, je ne sais pas comment on peut appeler ça, conserver ces ovocytes, les faire conserver, des femmes qui partent en Belgique, par exemple, qui vont le faire parce qu'elles se disent, j'ai 37 ans, 36 ans, je n'ai pas rencontré de compagnon, on ne sait jamais si j'en rencontre... Bon. Bien, pas bien, éthique, pas éthique Disons que la préservation des ovules est techniquement possible en France et autorisée depuis 4 ans, la loi de 2011. Elle est autorisée pour une des pathologies médicales, c'est-à-dire toutes les femmes qui présentent un problème de santé, la maladie ou les traitements inhérents à cette maladie, entraînant une baisse de la fertilité. Donc on peut imaginer une préservation au même titre que les hommes peuvent autoconserver des spermatozoïdes avant un traitement de chimiothérapie. Et puis, il y a le problème qui est le vieillissement ovarien. Et donc, ça pose de multiples questions, mais il faut pouvoir faire une ouverture vers cette autopréservation. Disons que c'est simplement de la médecine préventive. Vous appelez ça de la médecine préventive? Moi, c'est le moins mauvais terme que je trouverais à l'heure actuelle. Je pense qu'une des solutions qui nous anime à l'heure actuelle serait de proposer, au même titre qu'on propose un dépistage pour un certain nombre de pathologies, serait de proposer une consultation fertilité
à toutes les femmes qui le souhaiteraient, aux alentours de entre 34 et 35 ans. Très intéressant. Alors on va ouvrir un autre débat aussi, éthique. C'est le fait que la législation n'autorise aujourd'hui la procréation médicalement assistée que pour les couples hétérosexuels. Et en sont exclus les femmes seules et les couples lesbiens, les couples de femmes homosexuelles. Je voudrais qu'on écoute tout de suite ensemble le socialiste Erwan Binet, qui est député, qui a été rapporteur de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Il donne sa position, vous nous donnerez la vôtre juste après. Ce débat mérite d'exister et d'être tenu. Effectivement, quand on dit PMA pour toutes les femmes, on parle évidemment des couples de lesbiennes, qui sont aujourd'hui reconnus par la loi, par le mariage, par la filiation, et aussi les femmes seules. Les spécialistes que j'ai pu rencontrer, les médecins, les pédopsychiatres que j'ai pu rencontrer sur ces questions-là, sont majoritairement, en tout cas ceux que j'ai reçus, plus réservés sur la question de l'accès aux femmes seules. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas mon avis, ou en tout cas, j'ai encore des interrogations sur l'ouverture de la PMA pour les femmes seules. Je ne demande qu'à ouvrir ce débat-là. Autant sur les couples de lesbiennes, je n'ai absolument pas de doute sur l'intérêt de l'enfant. Sur la PMA pour les femmes seules, j'en ai encore, je dois l'avouer, mais je ne demande qu'à en débattre. Docteur, appelle-moi, vous avez entendu Erwan Binet, vous le connaissez de toute façon, député socialiste. Oui, pour les femmes homosexuelles, pour lui, ça va de soi presque, on n'en est pas là. Mais pour les femmes seules, là, il se pose des questions. Et vous? Je pense que c'est pas un point de vue médical. Enfin, mon opinion, je peux aussi vous la donner, mais c'est pas un problème médical. C'est vraiment à la société de se décider, comme on s'est décidé pour le mariage pour tous. La seule chose que je rajouterais néanmoins, c'est que favoriser la procréation pour deux femmes ou pour une femme seule, ça fait appel à leurs propres gamètes et des gamètes d'un donneur, avec le don qui est relativement facile pour les spermatozoïdes, un petit peu plus compliqué pour le don d'ovocytes, mais qu'il ne faut jamais, me semble-t-il, au nom d'une égalité qui n'a pas lieu d'être là, faire le parallèle avec la possibilité d'enfanter pour un couple de deux hommes, puisque ça fait appel à une gestation pour autrui, à 9 mois de la vie d'une femme, à ce que représente la grossesse pour beaucoup, dont moi qui suis obstétricienne. C'est tout à fait un autre problème. Je dirais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas les hommes qui sont enceintes, naturellement, ni après FIV, et donc c'est un petit peu la même chose dans l'indistinction entre, oui, pour une procréation entre deux personnes du même sexe, si ce sont des femmes, mais c'est tout à fait autre chose. Ça soulève d'autres problèmes éthiques avec l'assujettissement d'un troisième individu quand il s'agit des hommes. On va évoquer maintenant une question à laquelle vous devez être confronté en permanence. Il y a un manque de dons d'ovocytes en France? Il y a un manque de dons d'ovocytes en France, oui. Alors, on a essayé de comprendre. Clémentine Gardet est allée en reportage pour État de santé. On se retrouve juste après. En France, aujourd'hui, les ovules sont une denrée rare. 2500 couples sont en attente. Mais il n'y a que 500 donneuses volontaires. Résultat, pour en bénéficier, il faut être patient. 3 à 5 ans en moyenne. Face à cette pénurie, les hôpitaux sont dépourvus. Et dans certains établissements, la situation est tendue. Et un simple coup d'œil sur les dossiers en attente suffit pour le comprendre. Vous avez ici une salle d'archives avec en gros les couples qui ont consulté depuis le début de l'année, soit on est au mois de mai, donc 5 mois. Donc ça c'est ce qu'il y a eu sur 5 mois en couple pris en charge en infertilité. Et vous avez là l'armoire des dossiers de donneuses depuis des années, en gros à raison de 30 dossiers par an maximum. Donc ça vous donne un peu un aperçu du différentiel qu'il peut y avoir et de la pénurie de donneuses qu'on peut avoir. Alors, comment expliquer une telle différence? Eh bien, sans doute à cause d'un manque de communication. Aujourd'hui, il y a un vrai défaut d'information quant à la possibilité de pouvoir donner ces ovocytes. J'en parle régulièrement avec des patientes qui sont étonnées, qui me disent « mais ah bon, ça existe? Ah bon, c'est autorisé en France ?» Face à la pénurie, les établissements ont trouvé une solution. Demander aux patients de recruter eux-mêmes une donneuse parmi leurs proches. Un exemple avec cette jeune femme.
Elle a accepté de faire cette opération délicate, simplement par amitié. Alors j'ai une amie qui ne peut pas avoir d'enfant et qui doit avoir son dernier recours, c'est le don d'ovocytes. Et du coup, elle m'en a parlé, donc ça m'a sensibilisée puisque moi-même j'ai fait 3 fausses couches avant d'avoir mes enfants. Et du coup, j'ai eu envie de participer à cette action. Il y a une liste d'attente. Plus elle ramène de donneuses, plus l'attente diminue pour elle, plus elle remonte sur la liste. Donc a priori, en ramenant une donneuse, ça lui ferait gagner 12 mois d'attente. Dans d'autres pays européens, on a choisi d'autres solutions, plus directes. Et parfois, eh bien, elles attirent les patients français. Un exemple avec l'Espagne. Là-bas, et notamment à Madrid, dans la capitale, il est facile de faire appel aux services de clinique, souvent privés. Du coup, de nombreux Français viennent y chercher l'ovocyte tant désiré. Voici l'appartement loué pour l'occasion par Laura et Théo. Ils ont 25 ans et ils sont arrivés depuis quelques jours. En France, on leur proposait d'attendre 3 ans pour une implantation d'embryon. Ici, tout est plus rapide. Oui. Si on compte depuis le 15 février, ça a pris 3 mois et demi. On s'attendait pas à être à Madrid aujourd'hui aussi vite, quoi. GPS, les clés de la voiture. Des délais courts car ici les donneuses touchent 900 € par ponction. Mais c'est aussi un investissement pour les couples, entre 4 000 et 9 000 €. C'est sûr que c'est un coût. Du coup, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On n'est jamais parti en vacances. C'est des sacrifices quand même sur 5 ans. Ce couple se rend dans un quartier d'affaires de Madrid. C'est là que se trouve la clinique. Un établissement petit, très discret, mais très efficace. Une ambiance feutrée et une prise en charge par la directrice en personne. Bonjour. 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 Ça va? Oh, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous donner. Alors, on va juste aller... La donneuse a très bien répondu. Elle nous a donné 11 ovocytes matures. On va faire le transfert vers 13h30 aujourd'hui. Avant, on commençait avec 2 ou 3 couples par mois pendant des années. Et tout à coup, 5, 6, 7, 8, 9, ça monte. Hein. Merci beaucoup. On est en contact. Hein? On croise les doigts. OK? Bye. Dans quelques semaines, le couple saura si les embryons implantés ce jour-là auront tenu. Ce sera alors la fin d'une longue attente. Alors docteur, ces situations qu'on a vues dans le reportage, là, être obligé d'aller en Espagne chercher un ovule, c'est regrettable de votre point de vue? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais c'est lié... les ovocytes sont ce qu'on appelle une ressource rare. Il y a eu ces dernières années des campagnes certaines d'incitation pour essayer de sensibiliser, dire vous avez la chance de pouvoir en avoir, allez donner vos ovules. Bon, mais c'est quand même lourd. Hein, c'est un engagement, c'est une application forte. Est-ce que vous pensez que ça mérite rémunération? En France, on est contre la rémunération. Je dis on, c'est une espèce de on global, les autorités, mais c'est vrai qu'on vit... sur le régime de la gratuité. C'est un principe républicain. Alors on essaye de l'ouvrir et on peut être un certain nombre à proposer une compensation qui ne serait pas une rémunération. Donc on ne paye pas à l'ovule, si vous voulez. Donc ça, on n'en fait pas un métier. Et donc bien cadré, c'est vrai qu'une certaine compensation peut être discutée. Il y a une question que j'ai découvert complètement moi avec cette émission, c'est le fait qu'effectivement, donc en France, on n'a pas le droit de vendre ses ovules. Non. Mais si on va les acheter ailleurs, c'est remboursé. Alors, c'est pas tout à fait ça. Il y a une législation européenne qui dit que quand un soin est légitimé dans un pays mais ne peut être réalisé, les personnes peuvent bouger dans un autre pays. Donc, effectivement, il y a une indemnité donnée par la sécurité sociale qui est, si je ne m'abuse, de l'ordre de 1 600 €, qui permet à une femme d'acheter le traitement pour la donneuse.
et donc de diminuer ses frais sur place. Très, très rapidement pour finir, il y a une question qui est importante, qui est aussi une question éthique et qui est posée à l'ensemble des pays occidentaux, c'est le diagnostic pré-implantatoire, si je puis dire, de l'embryon. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller chercher dans l'embryon, pour traduire en mots faciles, exactement la caractéristique du futur enfant et pouvoir enlever certaines scories, en conserver d'autres, et là ça ouvre évidemment la porte à l'eugénisme. Sur cette question, c'est interdit aujourd'hui en France. Oui. Cette question, quelle est votre réflexion et qu'est-ce que vous dites aux législateurs? Alors c'est quelque chose qui peut choquer, effrayer de prime abord si ça n'est pas bien expliqué. Je reprends ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un nombre très important de fécondations in vitro qui sont faites autour de la quarantaine, avec des embryons dont on sait que la majeure partie ne seront pas viables parce qu'ils sont porteurs d'anomalies chromosomiques en raison de l'âge féminin. Dans un certain nombre d'indications d'échec d'implantation ou d'âge féminin, il nous semble tout à fait raisonnable à beaucoup d'entre nous, moi y compris, de proposer de façon cadrée, comme la loi française s'est cadrée, un diagnostic préimplantatoire qui permette de transférer des embryons qui ont des chances de donner un enfant. Ça coûterait cher, mais on ferait des économies certaines par rapport à toutes les FIV qui n'aboutissent à rien. Et ça éviterait d'immenses souffrances à des femmes qui font des tas de traitements pour des échecs quasiment programmés. Donc c'est une avancée dont le législateur doit se saisir à l'heure actuelle. Vous êtes pour le progrès contrôlé et pas la fermeture a priori face à des fantasmes. Je vous remercie de Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir suivi ce numéro d'État de santé. À très bientôt. Au revoir. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.